Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors, bienvenue dans ce nouveau Demande à Cédric où pendant 1 heure, je vais essayer de répondre aux questions des membres plus. Nous sommes dans le Demande à Cédric numéro 67. Nous sommes le 1er mai 2017. Et si vous n'êtes pas encore inscrit sur mon site, je vous invite à le faire en vous rendant sur l'accueil de celui-ci. www.formation-informatique-avec-cédric.fr. Vous trouverez un lien dans la description si vous regardez sur YouTube. Et à partir de là, vous pouvez mettre votre prénom, votre adresse email. Vous pouvez cliquer sur oui, je veux m'inscrire. Et à partir de là, vous aurez accès à votre espace membre gratuit qui vous permettra d'accéder à un certain nombre de modules que je vous offre et à d'autres modules qui sont payants si vous souhaitez aller plus loin. Voilà, allez, sans plus attendre, nous allons pouvoir démarrer ce Demande à Cédric numéro 67, puisque ça fait un petit moment que nous ne nous sommes pas vus avec les membres plus. Alors, bonjour Louis-Paul, bienvenue parmi nous. Sacha, bonjour et bienvenue. Daniel également. Philibert, bonjour. Alors, Michel a une question, je vais terminer de saluer les personnes qui se trouvent avec nous aujourd'hui. Mathilde, Tania, Mario, bonjour à toutes et tous. Albert, bienvenue. Colette, Roger, Tania, tout est ok, merci Tania. Luigi, Sacha, merci, tout est ok, parfait, on va pouvoir démarrer officiellement. Alors, j'ai vu que j'avais une première question. Nous avons ici une première question de Michel. Bonjour Cédric, bonjour à toutes et tous. Faut-il éteindre ou mettre en veille l'imprimante laser Samsung SL M2078W après l'utilisation? Alors, je ne connais pas précisément ce modèle, mais voilà ce que je peux vous dire concernant les imprimantes laser et les imprimantes jet d'encre. Donc Michel, vous êtes dans la même catégorie que moi, c'est-à-dire que vous avez une imprimante laser. J'ai une imprimante laser Canon, et il me semble que c'est une MF272W et dont je suis très content. Et voilà comment est-ce que ça se passe. En général, pour mon imprimante, c'est peut-être pas pareil sur la vôtre, mais peut-être que c'est pareil, il faudra que vous puissiez le vérifier. Si vous avez un interrupteur sur celle-ci, c'est-à-dire un bouton qui est mécanique, vous allez pouvoir, comme un interrupteur pour allumer une lumière, c'est-à-dire vous appuyez sur le bouton, ça enclenche une position, vous appuyez sur le bouton à l'opposé, et ça enclenche une autre position. Donc si vous avez un bouton comme ceci mécanique, dans ce cas-là, c'est vous qui lancez l'action d'allumage et d'extinction de l'imprimante. Si vous avez un bouton électronique, ce qui est le cas de mon imprimante, donc je ne sais pas comment ça se passe sur la vôtre, mais j'ai pas vu en regardant tout à l'heure de bouton pour l'allumer et l'éteindre, donc je pense qu'il y a un bouton électronique, c'est-à-dire vous allez appuyer dessus et ce n'est pas un contact, c'est juste vous appuyez et ça démarre l'imprimante, vous appuyez et ça va l'éteindre. Dans ce cas-là, en général, c'est votre imprimante qui va gérer l'allumage, la mise en veille et l'extinction. Par exemple, sur mon imprimante, lorsque j'appuie pour l'allumer, elle va se lancer, s'initialiser, je lance mon impression, ça s'imprime, et si j'oublie de l'éteindre, eh bien au bout de, je crois, c'est 2 heures, elle va s'éteindre toute seule. Donc je n'ai pas besoin de gérer tout ça, et la prochaine fois que j'aurai besoin de m'en servir, il me suffira de rappuyer sur le bouton, elle se rallumera, et ce sera bon. Donc sur les imprimantes laser, de toute façon, vous n'avez pas vraiment trop à vous soucier de ce processus. Toutes les imprimantes ont une mise en veille, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, elles vont arrêter d'être réveillées, si je puis dire, d'être prêtes à imprimer. Si elles sont en veille, il vous suffira juste de lancer une impression pour qu'elles sortent de ce mode veille. Et en ce qui concerne la mienne, il faudra que vous regardiez un petit peu avec la vôtre. En ce qui concerne la mienne, si au bout de 2 heures je m'en suis pas servi, elle va s'éteindre complètement et il faudra que je rappuie sur le bouton pour la rallumer. Donc je n'ai rien à gérer, c'est l'imprimante qui fait tout toute seule. En règle générale, si j'ai une seule impression à faire, je l'allume, je fais mon impression et je l'éteins. Voilà, ça c'est on va dire en règle générale. Et la plupart du temps, c'est vrai que je lance une impression, j'oublie de l'éteindre justement, je la laisse allumer et elle s'éteint toute seule. Donc c'est bien pratique. Donc ça, c'est on va dire pour les imprimantes laser. En ce qui concerne les imprimantes jet d'encre, je ne sais pas exactement comment ça se passe au jour d'aujourd'hui, mais je sais qu'il y a quelques temps, les imprimantes, en fait, lorsque vous les allumez, les imprimantes jet d'encre, lorsque vous les allumez, eh bien, il va y avoir tout un processus de nettoyage de celles-ci, et donc, il vaut mieux les laisser en veille. C'est-à-dire que là, sur les imprimantes jet d'encre, l'imprimante, en théorie, ne va pas s'éteindre toute seule, elle va se mettre en veille, et ça va permettre d'économiser tous les cycles de nettoyage à chaque fois que vous allez
pardon, à chaque fois que vous allumez votre imprimante jet d'encre. Donc si vous avez une imprimante jet d'encre, je vous conseille de la laisser en veille. Sinon, bien, à chaque fois que vous allez l'allumer, elle va nettoyer les buses et ça va consommer un petit peu d'encre. Donc même si vous faites qu'une seule impression, eh bien, ça va lancer le processus de nettoyage pour que votre impression soit la plus qualitative possible. Avec l'imprimante jet d'encre, avec l'imprimante laser, pardonnez-moi, vous n'avez pas ce problème puisque c'est un tonnerre et que la poudre n'a pas besoin de... Voilà, il n'y a pas de nettoyage il n'y a pas de processus de nettoyage, donc il vous suffit d'allumer l'imprimante et quelques secondes après, en théorie, elle est prête à imprimer. Donc c'est un petit peu comme vous le souhaitez, soit vous vous apercevez qu'elle fait les processus toute seule comme la mienne, soit vous pouvez l'éteindre à chaque fois que vous avez terminé de l'utiliser. Et si vous constatez eh bien, que quand vous l'allumez, il y a par exemple, j'en sais rien, je vais dire une bêtise, mais si vous avez 3 minutes de processus d'allumage, le temps que tout chauffe, eh bien dans ce cas-là, si ça vous ennuie d'avoir ce processus, vous pouvez la laisser en veille. Ou alors l'éteindre le soir et l'allumer le matin. C'est vraiment un petit peu en fonction de votre utilisation. Moi, on va dire, je voudrais pas faire de statistiques, mais on va dire j'imprime 10 pages par mois et donc je vais pas la laisser allumer en permanence. Je l'allume vraiment quand j'en ai besoin, quand je prépare des formations ou quand j'ai des choses à imprimer, mais c'est assez rare aujourd'hui d'imprimer des choses. Les choses se font plutôt de façon électronique. Donc voilà. Michel, il faut que vous puissiez regarder vous de votre côté comment réagit votre imprimante, si elle s'éteint tout seul au bout d'un moment, si elle se met en veille au bout d'un moment, si elle s'éteint au bout de 3 heures, 4 heures, voilà. Il faudra faire vos expériences et sinon, comme je vous disais, si vous l'utilisez souvent, vous pouvez l'éteindre le soir, l'allumer le matin. Si vous ne l'utilisez pas très souvent, vous pouvez l'allumer à la demande. Voilà Michel, j'espère que j'ai répondu à votre question. Si ce n'est pas suffisamment précis, n'hésitez pas à me reposer un complément de questions dans le chat. Mathilde, bonjour Cédric, bonjour à tous, un très gros merci pour la caméra que j'ai gagnée, première fois que je gagne, super, et bien voilà Mathilde, il faut une première fois, c'est maintenant, ça a lancé le processus, donc maintenant, eh bien, vous allez gagner tout ce que vous allez entreprendre, en tout cas, je vous le souhaite et je suis ravi que vous ayez pu recevoir votre cadeau. En théorie, je suis à jour pour les cadeaux du mois d'avril et du mois de mars. Voilà, j'aurai l'occasion de vous reparler des différentes choses qui vont arriver dans les prochaines sessions. Un petit peu le fruit de ma réflexion de ma semaine là où j'ai pu me reposer. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un petit peu j'ai un petit peu déraillé il y a une semaine et demie. J'étais très fatigué, j'avais beaucoup travaillé, ça avait été très éprouvant pour moi. J'avais été fatigué, donc j'ai pris une petite semaine là à ne pas faire d'informatique. Ça m'a fait du bien et ça m'a permis de réfléchir à un certain nombre de choses que je vous livrerai à la fin des demandes à Cédric, donc dimanche. Ce mois-ci, il n'y aura pas de tirage au sort pour les cadeaux parce que le mois n'a pas été suffisamment bon. J'aurai également l'opportunité de vous en reparler dans le dernier demande à Cédric du mois de mai. En tout cas, je suis ravi, tous les cadeaux ont été envoyés, toutes les personnes ont reçu leurs cadeaux, donc voilà, c'est vraiment super et je n'ai plus à m'occuper de cela. Tania, bonjour Cédric et bonjour à tous, contente de retrouver Cédric, j'espère en meilleure forme et contente de vous retrouver tous les membres amicalement Tania. Bienvenue parmi nous Tania, je suis un petit peu en meilleure forme effectivement, c'est pas encore ça mais ça va revenir petit à petit, j'en suis sûr. J'étais en tout cas content de rentrer chez moi et de retrouver mon environnement informatique parce que même si pendant une semaine j'ai pas fait d'ordi, ça m'a quand même un petit peu manqué. Bonjour Mario, bienvenue Albert. Bonjour à toutes et tous, content de vous retrouver, j'espère en forme. Voilà Albert, moi aussi, content que vous puissiez être parmi nous aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez toutes et tous des questions, à me les poser. Alors, Colette, bonsoir et à tous les membres. Roger, bonsoir Cédric à les membres. Je suis de retour après un séjour à l'hôpital, tout va bien. Formidable Roger, content de vous savoir de retour. L'hôpital c'est vraiment pas sympa, ma grand-mère actuellement y est et donc c'est pas sympa et on est toujours mieux à la maison. Je me rappelle des séjours à l'hôpital que j'ai eu l'opportunité de faire, je sais pas si c'est vraiment une opportunité mais en tout cas voilà, quand on est vraiment content de rentrer, donc Roger, soyez le bienvenu parmi nous de chez vous.
Alors, Luigi, bonjour Cédric. Comment supprimer des fichiers récents dans Accès rapide de Windows 10? Alors, Luigi, c'est une bonne question. L'accès rapide de Windows 10, je ne vois pas trop ce que c'est, mais on va regarder ensemble. On va regarder directement sur Internet par l'intermédiaire de Microsoft Edge. Alors, supprimer fichier récent Windows 10. Et on va voir ce que nous raconte. Qu'est-ce qu'il va nous raconter? On va aller sur le forum de Libellule. Pardon. Alors, voyons voir un petit peu ce qui est proposé. Alors, je pense que ça va se trouver à cet endroit-là dans l'option des dossiers. Donc, ça doit être dans Affichage. On va regarder ça ensemble. Donc, vous pouvez ouvrir un explorateur en faisant Windows E, ou alors vous pouvez donc vous rendre sur le menu Démarrer et cliquer sur Explorateur de fichiers. Ce sera la même fonctionnalité. Ensuite, je pense que ça se trouve dans Affichage. Et ensuite, on va aller dans Options, modifier les options des dossiers de recherche. Voilà, c'est à cet endroit-là que vous allez le trouver. Donc, je voulais m'assurer que c'était bien ça. Donc, vous vous rendez dans l'explorateur de fichiers. Vous cliquez sur l'onglet Affichage qui se trouve en haut. À partir de là, vous allez trouver Options. Alors, je vais regarder comment ça se passe si la fenêtre est réduite. Il y a toujours Options qui est là, parfait. Donc, vous avez Options. Vous cliquez sur le petit triangle. Vous cliquez sur Modifier les options des dossiers et de recherche. Et à partir de là, vous aurez un certain nombre de choses. Déclaration de confidentialité, donc afficher les fichiers récemment utilisés dans l'accès rapide et afficher les dossiers récemment utilisés dans l'accès rapide. Et là, ici, effacer l'historique de l'explorateur de fichiers. Vous pouvez cliquer ici sur effacer et à partir de là, eh bien, l'accès rapide sera effacé. Alors, je ne sais pas, bonjour, comment effacer des fichiers récents dans l'accès. Alors, après, je ne sais pas, Luigi, si ça va effacer, enfin, je pense que ça va effacer tous ceux qui sont dans l'accès rapide. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de les enlever ponctuellement. D'ailleurs, je ne sais même pas où est cet accès rapide. Je pense que c'est quelque chose que je n'ai pas activé. Ah bah oui, évidemment, on a vu que c'était pas activé. Alors, si par exemple, alors on va essayer de faire ça. Je vais me rendre dans l'onglet affichage, options des dossiers, afficher, ok. Là, je vais essayer de créer un document Excel. Non, un document Word, ça aurait été plus pertinent. Alors, je vais l'appeler Toto. Je vais l'enregistrer. Je vais le mettre sur le bureau. Enregistrer. Je vais créer un autre dossier qui va s'appeler Titi. Non, c'est pas ça que j'aurais dû faire. Fichier enregistré sous. On va l'appeler donc Titi sur le bureau. Enregistrer, voilà. Alors ensuite, est-ce que dans l'accès rapide, on va voir les deux dossiers que je viens de créer? À quel endroit ça va se trouver cet accès rapide? Alors peut-être qu'il faut que je l'active directement ici. Donc personnalisation, ça doit être dans accueil. Afficher plus de vignettes. Afficher OK. Alors, afficher les applications les plus utilisées, les récemment utilisées. Afficher les émarges. Voilà, alors ça doit être ça. Et là, à quel endroit ça va se trouver? Alors...
Est-ce qu'il a pris en compte? Si oui, je ne sais pas bien où. Bon. Alors, peut-être que c'est dans l'explorateur de fichiers directement. Non, non plus. Bon. Mais je ne sais pas à quel endroit ça se trouve. Je ne sais pas à quel endroit ça se trouve. Alors, peut-être dans affichage, options, modifier les options, accès rapide, ok, fermer, ouvrir l'explorateur de fichiers, fichier récent. Si j'ouvre ça et que je fais une modification, voilà, et là, si je fais une modification, on les voit arriver. Voilà, donc ils sont dans l'accès rapide. D'ailleurs, au passage, pour les personnes qui utilisent cette chose, l'accès rapide, sachez que moi, je préfère utiliser l'explorateur du fichier. C'est-à-dire que quand on arrive ici, on arrive directement dans les options en choisissant ici ce PC. Je l'avais déjà montré, mais voilà. Donc à partir de là, je pense que si je peux faire un clic droit sûrement, voilà, et choisir... alors si je choisis supprimer, bah c'est bien, on va pouvoir faire le test, clic droit. Alors je peux supprimer de l'accès rapide, et auquel cas là ça va juste le supprimer de l'accès rapide, donc l'élément ponctuel, supprimer, et vous voyez il est toujours sur le bureau, donc ça ne l'a pas supprimé, ça l'a juste supprimé de l'accès rapide, donc clic droit, supprimer de l'accès rapide, pardon. Et si je réalise les manipulations que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire options, modifier les options, et que je fais effacer ici, on va voir si effacer, voilà, c'est bien cela. Donc lorsque vous allez cliquer sur effacer, ça va effacer toutes les choses de l'accès rapide. En revanche, vous pouvez les effacer un par un en faisant un clic droit et en choisissant supprimer de l'accès rapide. Et comme vous avez pu le voir, ça l'a supprimé que de l'accès rapide et pas de l'endroit où il était, puisque mes fichiers originaux sont ici. Alors faites bien attention de ne pas faire supprimer, mais bien supprimer de l'accès rapide. Si vous n'avez pas supprimé de l'accès rapide, c'est que vous n'êtes peut-être pas au même endroit que ce que je vous montre actuellement. Mais en tout cas, voilà, vous avez votre réponse. Je vais revenir dans l'état initial dans lequel j'étais, c'est-à-dire je vais supprimer mes deux fichiers qui se trouvent ici. Je vais retourner donc dans l'onglet affichage, je vais choisir options, modifier les options des dossiers. Je vais lui demander de revenir sur ce PC et non pas sur l'accès rapide parce que ça ne m'intéresse pas. Je vais décocher les cases pour ne pas qu'il mémorise les choses en accès rapide. Et à partir de là, lorsque je vais faire Windows E, je reviens directement au bon endroit. Voilà Luigi. En théorie, vous avez votre réponse. Si je suis allé un petit peu vite, vous aurez l'opportunité de regarder dans la retransmission. Pardonnez-moi. Vous aurez l'opportunité de regarder dans la retransmission les manipulations que j'ai pu réaliser. Sacha, tout est ok, super, merci. Alex, bonsoir Cédric et à vous tous à l'écoute, formidable. Alex, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, Michel, merci pour votre réponse et je fais comme vous me conseillez. Eh bien, très bien Michel, vous faites, voilà, vous pourrez tester et voir ce qui vous convient le mieux en fonction de vos besoins, si vous voulez. En général, il n'est pas nécessaire qu'un périphérique soit allumé si vous n'en avez pas besoin. Les périphériques en général, ça peut être l'imprimante, ça peut être le NAS, ça peut être votre ordinateur. Voilà. Si vous savez, enfin, c'est la règle que j'utilise. Si je sais que pendant 2 heures, je ne vais pas l'utiliser, je l'éteins. Sauf pour mon NAS qui, lui, je l'éteins tous les soirs et je le rallume tous les matins parce que voilà, il est relativement autonome, il est fait pour tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc voilà, je l'éteins le soir pour éviter de le fatiguer. Mais sinon, voilà, tout ce dont je n'ai pas besoin pendant 2 heures, je l'éteins. Albert, j'ai installé Skype malgré vos vidéos 34 et 35. Je suis sous Windows 10 64 bits. Je ne retrouve pas les mêmes icônes. J'aimerais savoir comment on est averti quand une personne veut vous contacter. Merci. Alors, Albert, ce qu'il faut savoir, Albert, et pour toutes les personnes qui vont utiliser Skype, il y a 2 versions de Skype. Il y a la version Windows 10 et il y a la version, ce qu'ils appellent bureau. Donc peut-être... Albert, vous, ce que vous avez installé, c'est la version de Windows 10. Et je pense qu'en général,
elle est installée par défaut. Donc on va regarder ça ensemble. Il me semble que si je cherche Skype sur mon ordinateur, vous voyez, j'ai deux versions. J'ai Skype, application du Windows Store approuvé, et j'ai Skype, application de bureau. Donc moi, mon Skype est lancé en permanence, c'est celui-ci, le Skype application de bureau, et celui-ci, Skype Windows, voilà, c'est la version de Windows 10. Donc vous voyez ici, je ne l'ai même pas enregistré parce que je n'ai pas envie qu'il soit installé. Donc lorsque vous allez vous rendre sur Google par exemple pour éventuellement télécharger la version de Skype, je vais vous montrer à quel endroit ça se trouve. Donc vous tapez Skype. Ensuite, une fois que vous avez appuyé sur la touche entrée, c'est normalement le premier lien, sauf si vous avez des annonces. Faites attention, s'il y a des annonces qui sont au-dessus, choisissez bien l'adresse qui est skype.com/fr. Vous cliquez ici. Et à partir de là, vous allez avoir la possibilité de télécharger Skype ici. Donc vous cliquez télécharger Skype. Et là, vous avez différentes versions en théorie. Donc ordinateur, lancer Skype maintenant. Alors, est-ce que c'est cette version-là? Spécial pour Windows, utilisez Skype sur votre appareil Windows 10 pour tout. Alors, si vous préférez utiliser... Voilà, c'est en dessous. Voilà, donc peut-être vous avez cliqué ici, mais en fait, c'est cette version-là. Si vous préférez utiliser la version classique de Skype, cliquez ici. Donc, vous cliquez sur télécharger. Et là, c'est la version bureau que vous allez récupérer, celle dont je vous parlais. Donc moi ici, je suis sur Microsoft Edge et donc il va me demander ici d'enregistrer. Donc je choisis enregistrer sous. Je vais le mettre sur le bureau pour que ce soit plus simple. Voilà, il va lancer le téléchargement. Et une fois que le téléchargement est terminé, vous allez retrouver l'installeur de Skype qui se trouve ici. Donc ensuite vous double-cliquez dessus, vous suivez la procédure d'installation. Je ne vais pas le faire parce que moi à la fois mon Skype est lancé et à la fois j'ai pas envie de créer des perturbations pour l'installation de mon Skype. Donc une fois que vous avez lancé cette version de Skype, eh bien vous pourrez donc soit créer un compte. Donc soit vous pourrez créer un compte si vous n'avez pas de compte, mais sachez que ça fonctionne avec votre compte Microsoft. Donc sur votre Windows 10, si vous êtes connecté avec votre compte Microsoft, eh bien vous pouvez utiliser ce même compte Microsoft pour vous connecter à Skype. Moi, pour me connecter à Skype, mon Skype c'est exactement le même que mon compte Microsoft. Vu que Skype a été racheté par Microsoft, eh bien vous pouvez vous connecter avec votre compte Microsoft. Et ensuite, eh bien, une fois que vous allez avoir lancé votre Skype, que vous allez avoir créé votre compte Skype, si vous n'en aviez pas déjà un, ou si vous l'avez fait avec votre compte Microsoft, ça va vous créer un compte Skype, et bien à partir de là, vous allez pouvoir inviter des gens en fonction bien, de leur nom. Il faut connaître leur nom Skype pour pouvoir les inviter. Et si vous recevez des notifications d'invitation, ça se passera dans la barre de gauche, je pense. Je peux pas vraiment vous montrer parce que là j'ai tous les noms des personnes que j'ai sur Skype, donc ça me gêne un peu de vous montrer ça, mais on peut essayer de regarder sur internet, voir si on va trouver un exemple. Skype notification, voilà, on va essayer. Ah oui, alors on va essayer de voir ça. Donc sur la version classique, non, ça ne doit pas être ça. Raté. Alors, donc ça c'est pour ajouter un contact, et ça c'est quoi? Voilà, vous aurez quelque chose qui ressemble à peu près à ça. C'est-à-dire que sur la partie de gauche, là où vous avez la liste de vos contacts, donc en théorie vous n'en avez pas si vous venez de créer votre compte, mais vous allez pouvoir les ajouter au fur et à mesure. Et dans ce cas-là, vous aurez une requête comme ceci, quelqu'un qui veut vous ajouter en contact. Donc vous cliquerez sur cette personne, et à partir de là, eh bien, vous aurez le nom de la personne qui vous dira bonjour, c'est telle personne, est-ce que tu veux bien m'ajouter? Donc à partir de là, vous pouvez soit l'ajouter à vos contacts, soit voir son profil, soit ignorer cette personne. Si par exemple quelqu'un vous a
à demander une invitation et que vous n'avez pas envie, soit parce que vous ne connaissez pas la personne, soit parce que vous n'avez pas envie d'accepter cette personne. Donc dans ce cas-là, vous pouvez choisir ignore. Enfin, ça doit être en français d'ailleurs, ça doit être ignoré. Et si vraiment cette personne insiste pour vous envoyer des requêtes, vous pouvez même la bloquer pour ne plus qu'elle puisse vous envoyer quoi que ce soit, ni vous ajouter, ni vous envoyer de messages, ni quoi que ce soit. Sachez que de toute façon, tant que vous n'avez pas accepté la personne, que vous ne l'avez pas ajoutée à vos contacts, cette personne ne pourra pas voir si vous êtes en ligne, si vous n'êtes pas en ligne, si vous êtes hors ligne, etc. Donc elle n'aura aucun moyen de vous contacter autrement, enfin je veux dire par l'intermédiaire de Skype, si vous n'autorisez pas cette personne. Et sachez que si toutefois vous l'autorisez, vous pourrez de toute façon la supprimer par la suite. Si toutefois cette personne vous l'avez acceptée une fois, puis que finalement elle vous ennuie, vous faites un clic droit, vous choisissez supprimer, et à partir de là, vous pourrez également choisir si vous souhaitez bloquer cette personne ou non. Voilà Albert, j'espère que j'ai répondu à votre question. Si ce n'est pas le cas, comme pour Michel, vous n'hésitez pas, vous mettez des petites précisions supplémentaires sur ce que vous n'auriez éventuellement pas compris ou ce que j'aurais mal expliqué. Lucien, bonsoir Cédric et bonsoir à toutes et tous. Cédric, content de vous revoir, apparemment en meilleure forme car il faut dorénavant éviter le burn-out. Pas de questions, mais je reste à l'écoute. Ok Lucien, bienvenue parmi nous. Effectivement, il vaut mieux éviter d'aller trop loin. Je pense que c'est ce qui m'est arrivé. Et donc, à trop penser aux autres et à ne plus penser à soi, ça devient un peu un problème. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Alors, Albert, elle est installée par défaut. Oui, tout à fait, Albert, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Lorsque vous installez Windows 10, la version du Windows Store, donc les deux versions, la version Skype pour Windows 10 est installée par défaut. Mais je vous conseille d'utiliser la version application de bureau, celle que je vous ai montré comment l'installer, tout simplement parce que vous aurez plus de fonctionnalités et ce sera beaucoup mieux. C'est un peu l'équivalent de Courrier qui est l'application de mail qui est intégrée à Windows 10 que je décommande parce que vraiment on ne peut pas faire grand chose avec, autant ne pas l'utiliser. C'est un petit peu pareil pour Skype. Alors, Eve, bonsoir Cédric et à tous, je vous donne des nouvelles de mon disque dur externe que je ne pouvais pas ouvrir. J'ai essayé Recuva avant de formater, j'ai récupéré tout et ma clé marche, merci. Formidable, c'est une très bonne nouvelle Eve. Donc je ne sais pas par quel biais vous avez récupéré vos informations, enfin si vous me dites par l'intermédiaire de Recuva, mais est-ce que Recuva vous a permis de retrouver l'intégralité de votre disque dur? En gros, est-ce que Recuva vous a permis de réparer votre partition RAW en partition normale? Ou est-ce que Recuva vous a juste permis de retrouver vos fichiers? Quoi qu'il en soit, c'est une très bonne nouvelle que vous ayez pu récupérer tout cela. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est maintenant que vous avez tout récupéré, vous pouvez reformater votre disque dur externe et ensuite, une fois que vous l'avez formaté, vous pouvez le tester pour être sûr qu'il n'y a pas de cluster endommagé, de cluster défectueux, pour être sûr que vous pouvez continuer de l'utiliser. Donc vous trouverez dans les vidéos outils la possibilité de tester. Je vais vous remontrer à quel endroit vous pouvez trouver cela. Juste le temps pour moi de me connecter. Donc toujours pareil, lorsque vous arrivez sur le site, la première chose que vous devez faire, c'est vous connecter pour pouvoir avoir accès à l'ensemble des formations que vous avez achetées. Donc dès qu'il se connecte, parfait. Donc ici, on est sur le site et je pense que ça va se trouver dans l'accueil. Vous vous rendez dans ma véritable trousse à outils. À partir de là, dans les opérations de maintenance, est-ce que j'ai cliqué? Non, je n'avais pas cliqué. À partir de là, dans les opérations de maintenance, vous devriez trouver tester mon disque dur. Est-ce que c'est là? Voilà, la vidéo qui est dans les vidéos pour tester votre ordinateur, la vidéo 22 qui s'appelle « Tester la fiabilité de vos disques durs ». Et donc, une fois que vous avez formaté votre disque, vous pouvez exécuter cette vidéo et les manipulations qui vont avec pour être sûr que votre disque dur ne présente pas d'anomalie pour que vous puissiez l'utiliser.
Voilà, Eve, en tout cas, c'est vraiment une très bonne nouvelle que vous ayez pu retrouver vos informations. Parce que malheureusement, quand on ne fait pas plusieurs sauvegardes et qu'on perd son support de sauvegarde, eh bien, ça peut vite être problématique. Et d'ailleurs, au passage, comme je l'ai certainement précisé dans le mini-cours, si vous n'aviez pas de doublon sur votre ordinateur, ce n'est pas du tout une sauvegarde que vous avez réalisée sur votre disque externe, c'est juste un déplacement des informations pour garder de l'espace sur votre disque C, mais ce n'est en rien une sauvegarde. Comme vous pouvez le voir, malheureusement, quand vous avez des soucis avec votre disque dur externe, si vous n'avez pas une autre version quelque part ailleurs, ce n'est pas une sauvegarde. Et vous risquez le pire comme vous avez risqué d'avoir. Donc, en tout cas, comme je vous le disais, je suis ravi que tout soit bien terminé. Merci à Mario qui avait suggéré cette utilisation de Recuva. Auquel je ne croyais pas beaucoup, mais en tout cas, tant mieux, ça a fonctionné. C'est bien d'avoir plusieurs avis. Merci Mario pour ces bons conseils. Voilà, alors j'ai récupéré tous mes fichiers et ensuite formaté ma clé, et puis elle marche normalement. D'accord Eve, c'est votre clé qui avait un souci et pas votre disque dur externe. D'accord. Donc quoi qu'il en soit, je suis content que vous ayez récupéré les informations et pensez maintenant bien à dupliquer vos informations en double ou en triple ou en quadruple exemplaire en fonction des médias pour ne rien perdre. Bon, en tout cas, c'est formidable. Voilà. Alors, eh bien, écoutez, on va patienter encore un petit peu, voir si vous avez d'autres questions. J'ai l'impression que les questions sont de moins en moins nombreuses. Ce qui est plutôt bien parce que ça veut dire que vous êtes vers l'autonomie. Nous sommes 23, ce qui est le chiffre à peu près le nombre de personnes présentes pour les demandes à Cédric. Je vous remercie d'ailleurs d'être présents en ce lundi 1er mai. Vous n'avez pas eu l'opportunité peut-être de prendre un week-end à rallonge. C'est vrai que le temps, bon ici le temps sur Avignon c'est plutôt sympathique, mais je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Sur la région parisienne, ça n'a pas l'air magnifique. Voilà Mario, plaisir, effectivement, le plaisir de rendre service et que Eve ait pu récupérer ces informations parce que c'est vrai que moi je sais exactement ce que ça donne puisque mon disque dur où j'avais toutes mes photos a cessé de fonctionner un jour. Et ce jour-là, j'étais vraiment pas content et pas bien. Mais en tout cas, voilà, tout s'est bien passé. Est-ce que j'ai des choses à vous dire puisque vous n'avez plus trop de questions? Ah, Luigi. Alors, merci Cédric, j'ai pu supprimer les fichiers récents dans l'accès rapide. Ah bah formidable Luigi. Déjà efficace, déjà effacé, pas besoin de la retransmission. Bon bah c'est pas parfait. Philibert, nous devenons des spécialistes grâce à vous. Merci beaucoup Philibert. Je vais vous dire grâce à qui c'est que vous devenez des spécialistes. Ce n'est absolument pas grâce à moi, c'est surtout grâce à vous. C'est grâce à vous qui suivez les mini-cours, qui avez suivi les demandes à Cédric, qui exécutez les manipulations que je vous recommande. Je ne suis là que pour vous transmettre mon savoir et c'est vous qui faites le plus gros travail, à savoir regarder les cours, à savoir pratiquer et à faire les choses. Donc voilà, c'est grâce à vous, Philibert, que vous devenez spécialiste. Chacun d'entre vous, c'est grâce à votre motivation, votre détermination, votre pratique. Et c'est grâce à ça que vous devenez de plus en plus à l'aise chaque jour, ce qui est mon souhait le plus cher. Comme je vous disais, j'aurai l'occasion d'y revenir. Moi, ma mission, c'est de faire en sorte que vous soyez autonome. Voilà, j'ai tout ce qu'il y a sur le site aujourd'hui, Formation Informatique avec Cédric, doit vous guider vers l'autonomie, quel que soit le niveau à laquelle vous prenez les cours, que vous soyez totalement débutant, que vous n'ayez jamais touché un ordinateur ou que vous ayez déjà pratiqué pendant un certain nombre d'années l'informatique. Vous devez être autonome et la formation là que je suis en train de préparer, donc le pilier numéro 2 sur les recherches efficaces, va participer grandement à votre autonomie. Et évidemment pour les personnes qui débutent, la formation spéciale débutant, les autres piliers. Mais l'objectif, voilà, c'est vraiment mon objectif, c'est que vous soyez totalement indépendant
que je puisse vous transmettre mon savoir, que vous puissiez voilà, savoir ce que je sais faire et que vous puissiez voir que ce n'est pas voilà, il n'y a pas de magie derrière tout ça. Il suffit juste voilà, de mettre en pratique. C'est ce que vous faites au quotidien et je le vois sur le forum, il y a de plus en plus de personnes qui participent, qui donnent des bonnes solutions. Donc voilà, c'est vraiment ça qui fait que voilà, que vous devenez spécialiste, c'est votre motivation, votre détermination, votre pratique et c'est voilà, il faut continuer, il faut pas abandonner et quand vous avez l'impression que voilà, vous en sortez pas, regardez déjà tout ce que vous avez accompli et ce que vous n'arrivez pas à faire aujourd'hui, vous arriverez à le faire demain. C'est pas parce que aujourd'hui voilà, vous bloquez sur quelque chose que vous n'arriverez pas à le faire demain et si vous pensez que j'ai toujours réussi à tout faire ce que j'avais envie de faire, ben voilà, c'est pas du tout le cas. L'informatique c'est fait de haut et de bas. Il y a des fois on est en bas, des fois on est en haut. Et voilà, il faut juste s'arrêter, regarder derrière où on était il y a un mois, un an, 5 ans et se dire voilà, qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que je fais aujourd'hui que je faisais pas il y a 5 ans. Et en théorie, vous n'avez fait que progresser, surtout si vous avez pratiqué. Et c'est ça l'important de l'informatique. L'avantage des formations que je dispense, en tout cas je l'espère, c'est que voilà, elles sont structurées et elles vous apprennent de A à Z à réaliser une manipulation. C'est ce qui sera le cas avec les recherches efficaces et ce que j'essaye de faire également avec la formation spéciale débutant ou les autres formations qui sont disponibles. Et voilà, c'est ça l'avantage en fait des formations parce qu'on peut tout trouver sur internet, mais l'avantage c'est que là tout est concentré et en théorie si vous voulez devenir indépendant en informatique avec ce qu'il y a sur le site, les formations passées, présentes et à venir, vous serez totalement autonome, vous serez dépanneur informatique avec les derniers piliers qui arriveront, le diagnostic et la réparation des ordinateurs. Donc voilà Philibert, merci, mais c'est surtout grâce à vous. Louis-Paul, Cédric, Albert a demandé comment on est averti quand une personne veut vous contacter. Oui Louis-Paul, merci, il me semble avoir répondu à la question par l'intermédiaire de la notification et de la possibilité de choisir de ce qu'on fait de cette personne. Cette notification-là, elle apparaît quand vous avez la version bureau. Vous devez avoir certainement une notification sur la version qui est intégrée à Windows 10, mais comme je vous le disais, je vous déconseille de l'utiliser parce qu'elle est vraiment limitée en fonction par rapport à la version bureau. Donc je vous conseille d'installer la version bureau et la notification arrivera par l'intermédiaire de la colonne de gauche. Vous verrez quelque chose clignoter ou un bouton orange, enfin une puce orange. Vous cliquez dessus et vous verrez l'invitation de cette même personne. Eve, j'ai installé plusieurs extensions dans Chrome. Pouvez-vous nous dire si cela est utile ? Alors, j'ai installé plusieurs extensions dans Chrome. Pouvez-vous nous dire si cela est utile? Alors, Eve, je peux vous dire que les extensions de Chrome sont utiles. Après, savoir celles que vous avez installées, si elles sont utiles, ça, je ne saurais pas trop vous dire. J'utilise très peu d'extensions pour Google Chrome. Je vais regarder les extensions que j'utilise pour vous dire. L'extension que j'utilise le plus, c'est celle de Dashlane. Et sinon, j'utilise AdBlock Plus qui permet de bloquer la publicité. Donc, c'est à peu près les deux seules extensions que j'utilise dans Chrome. Je vais essayer de trouver ça. Paramètres, extension. Voilà. Donc voilà, les extensions que j'utilise pour Chrome, c'est AdBlock Plus qui permet de bloquer la publicité, que ce soit quand vous allez sur YouTube, quand vous allez sur les sites. J'utilise donc Dashlane qui est donc le gestionnaire de mots de passe dont je vous parle tout le temps, qui permet de ne plus avoir à mémoriser ses mots de passe. Une extension pour Facebook, pour la publicité Facebook, qui je pense ne vous concernera pas trop. Et le reste, ce sont des extensions installées par défaut par Google Chrome. À part Google Play Films et Séries qui permet de regarder quand vous avez la musique illimitée de Google Play, de pouvoir acheter des films, regarder des films et des séries que vous avez achetés. Donc les extensions, il y en a beaucoup, hein, vous avez la possibilité lorsque vous cliquez sur plus d'extensions d'arriver sur le store des extensions.
Donc là, il y en a, je ne sais pas combien, hein, peut-être que c'est indiqué à un endroit ou à un autre. Le nombre d'extensions disponibles, mais là, vous voyez, il y en a un certain nombre. Donc, vous dire si telle ou telle extension est utile, je ne saurais pas vous dire. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je ne les utilise pas plus que ça. Il y en a certainement qui sont très intéressantes, mais sachez qu'à chaque fois que vous rajoutez des extensions sur votre navigateur, c'est potentiellement des problèmes supplémentaires et un ralentissement de celui-ci. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas installer des extensions, hein. Vous me connaissez, moi je suis plutôt partisan d'installer le minimum, donc je n'installe que ce dont j'ai besoin, pas de superflu. J'installais beaucoup de choses avant quand quand j'étais plus jeune, on va dire, et que je n'utilisais pas trop mon ordinateur de façon professionnelle, mais je réinstallais aussi souvent mon ordinateur. Et là, maintenant, comme mon ordinateur est vraiment fonctionnel et que voilà, j'ai beaucoup de choses installées, quand je dois tout réinstaller, c'est un peu entre 3 jours et une semaine de réinstallation, eh bien, j'évite de trop faire de bêtises sur mon ordi. Ça, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'installer des extensions c'est une bêtise, d'autant plus que vous avez la possibilité de la désinstaller relativement facilement, cette extension. Donc après, voilà, je peux pas vraiment vous dire quelles sont les extensions utiles sur Google Chrome, si telle était votre question, ou si votre question c'est j'ai plusieurs extensions dans Chrome, pouvez-vous nous dire si cela est utile. Dans ce cas-là, il faudrait que vous puissiez regarder à quoi elles servent pour vous, et si elles ne vous servent pas, de les désinstaller. Dans ce cas-là, si vous souhaitez connaître une liste d'extensions utiles dans Google Chrome, vous pouvez directement à partir de Google lancer cette recherche, et je pense que quelqu'un aura bien fait un test d'extension. Alors, extension utile Chrome, voilà. Et donc dans Topito, vous avez top 20 des meilleures extensions pour Google Chrome. Vous cliquez ici et vous aurez, à mon avis, voilà, top 20. Donc Awesome Screenshot, qui doit être certainement une extension pour faire des captures d'écran. LastPass, qui est un gestionnaire de mots de passe, un concurrent de Dashlane que j'utilise. Pushbullet, après vous pourrez trouver voilà, un certain nombre d'extensions, mais ça, voilà, ça reste une suggestion de ces personnes-là. Et encore une fois, lorsque vous allez installer ces extensions, eh bien, ça ralentit le lancement de votre navigateur, ça ralentit un certain nombre de choses. Mais voilà, vous pouvez regarder éventuellement sur Internet s'il y a des choses qui vous intéressent. Voilà. Eve, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, n'hésitez pas à apporter des précisions. Philibert comme extension, un bloqueur de pub me paraît essentiel. Absolument, Philibert, c'est vrai, c'est bien. C'est bien un bloqueur de pub, c'est très bien. Ça permet voilà, de bloquer certaines choses qui sont parfois un peu envahissantes. Alors, merci Louis-Paul. Donc il faut que j'installe l'autre version. J'ai essayé, mais Skype installé sur le disque dur refuse de se désinstaller. Comment faire ? Alors Albert, si votre version de Skype vous pose un souci, vous pouvez lancer l'installation par-dessus celle qui est existante. Et en théorie, il va mettre à jour les fichiers. Sauf si c'est la version... parce que si, ici je fais un clic droit, que je choisis... Programmes et fonctionnalités. Donc là, j'ai la liste des programmes installés sur mon ordinateur. En théorie, donc j'ai la version 7.33 de Skype, voilà, et ici, lorsque je clique ici, je souhaite désinstaller, en théorie, il doit bien se désinstaller. Si vous avez cette configuration-là et que votre Skype ne veut pas se désinstaller, dans ce cas-là, ne vous embêtez pas à essayer de le désinstaller, vous téléchargez la version que je vous ai conseillée tout à l'heure, donc en vous rendant sur le site de Skype. Quand vous êtes sur le site de Skype, vous choisissez télécharger Skype. Ensuite, vous ne choisissez pas lancer Skype. Maintenant, vous cliquez ici sur télécharger. Le fichier que vous avez récupéré, vous l'exécutez et en théorie, il devrait écraser l'ancienne installation.
Voilà Albert, en théorie c'est ce qui doit se produire. Si toutefois ça ne fonctionne pas, on se voit demain. Mais en théorie, le fait d'exécuter par-dessus l'autre devrait remplacer l'application. Mario, par contre, la pub peut être une source de revenus. De plus, ces outils peuvent cacher des problèmes potentiels malware. Absolument Mario. Je ne l'ai pas notifié, mais effectivement, vous notez deux problèmes intéressants. Le premier, c'est que la publicité permet à certains sites de vivre, les sites qui ne vous demandent pas d'argent. Lorsque vous allez, j'en sais rien moi, sur le site commentsamarche.net, eh bien, les revenus publicitaires ont tendance à... j'ai oublié de couper mon téléphone, je vais le faire maintenant. Les revenus publicitaires donc peuvent aider la personne ou les personnes à continuer de vivre, mais bon ça c'est à elle de vous prévenir. Et la deuxième chose effectivement, c'est que si vous avez beaucoup de publicités qui surgissent sous forme de pop-up, c'est-à-dire de fenêtres qui s'ouvrent en permanence avec plein de pubs, avec plein de choses comme ça, là effectivement le bloqueur de publicité ne fera que mettre la poussière sous le tapis sans mettre la poussière à la corbeille, c'est-à-dire que si vous avez des soucis de malware et que ça génère beaucoup de publicité sur votre ordinateur, le fait de mettre un bloqueur de pub ne sera pas la solution à envisager, puisque ça ne fera, comme je vous l'ai dit, que cacher la poussière sous le tapis, c'est-à-dire dire ah bah non mais je veux pas voir ce qui se passe, alors que ça continuera de s'exécuter en arrière-plan et de ralentir de façon conséquente votre ordinateur. Donc un bloqueur de publicité n'est à installer que si vous êtes sûr que votre ordinateur est sain et que vous n'avez pas de problème de surenchère de publicité. Parce que si vous avez des problèmes de surenchère de publicité, le bloqueur de publicité ne sera pas la solution. Il faudra nettoyer votre ordinateur avant d'installer celui-ci. Merci Mario pour ces précisions. Alors Colette, j'ai 3 Adblock Edge plus et YouTube, est-ce nécessaire? Alors, j'ai 3... Alors, d'accord, j'ai 3 Adblock, Edge, plus et YouTube. Est-ce nécessaire? Colette, je ne saurais pas trop vous dire si... je ne sais pas ce que c'est que Edge, votre extension. Et YouTube, je pense que vous pouvez la laisser. Ça doit être une extension pour gérer YouTube. Quoi qu'il en soit, ce que vous pouvez faire, c'est un petit peu comme les programmes au démarrage. Il y a un certain nombre de personnes qui m'envoient des mails en me disant voilà, mes programmes, j'ai beaucoup de programmes qui se lancent au démarrage, est-ce que je les désinstalle? Je ne peux pas répondre aux questions de chacun. Des programmes qui se lancent au démarrage, il y en a plein. C'est vraiment à vous de faire vos essais, c'est-à-dire vous désinstallez l'extension. Et si tout fonctionne correctement, eh bien c'est que l'extension n'était pas indispensable. Et si vous voyez que vous avez perdu des fonctionnalités qui vous étaient intéressantes, eh bien vous réinstallez l'extension. Comme je vous l'ai montré dans mon Chrome tout à l'heure, je vais vous le remontrer ici. Moi aussi j'ai un certain nombre d'extensions qui sont là. Je vais essayer de vous remontrer ça. Extension. Voilà, donc j'ai un certain nombre d'extensions, donc à part celles que j'ai installées moi, qui sont ces 4-là, j'ai aussi Google Play Music, j'ai aussi Google Play et Film, vous voyez j'ai un certain nombre. Bon alors effectivement j'ai pas l'application YouTube, l'extension YouTube pardon, mais voilà, il y avait un certain nombre de choses qui étaient déjà présentes. Je crois que Google Doc hors connexion c'est installé par défaut, Google Slide aussi, Google Sheet aussi, et Google Doc aussi. Voilà, je pense que c'est les 4 extensions qui sont installées lorsque vous installez Google Chrome. Après, pour le reste, c'est des extensions que soit vous avez rajoutées, soit des logiciels que vous avez installés ont installé. Par exemple, Dashlane, j'ai pas installé l'extension. Lorsque j'ai installé Dashlane, ça a installé l'extension Dashlane. Évidemment, il m'a demandé si je voulais l'installer, je lui ai dit oui, mais ce n'est pas moi qui ai installé cette extension. Pareil, Adblock+, je suis allé sur le site, j'ai demandé de l'installer et ça s'est installé automatiquement.
Et pareil pour ces extensions-là. Donc, parfois, c'est quand vous installez un logiciel qui va installer l'extension. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai pas beaucoup d'extensions. Vous, c'est un petit peu à vous de voir, d'autant que vous avez des descriptifs lorsque vous avez les extensions. Voilà, n'oubliez plus vos mots de passe. Dashlane sécurise vos mots de passe et garantit un accès rapide sur tous les appareils. Donc voilà, vous avez une description de l'extension et ça vous permet de voir si vous en avez réellement besoin ou pas. Voilà Colette. Alors Tania, comment trouver Adblock Plus pour l'installer? Alors Tania, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, déjà je crois que Adblock Plus ne fonctionne pas avec Microsoft Edge, donc ça ne fonctionnera que sur Internet Explorer, que sur Mozilla Firefox et Google Chrome. Donc vous vous rendez sur Google Chrome. Lorsque vous êtes sur la page d'accueil de Google Chrome, vous tapez Adblock Plus, Adblock Plus. Vous appuyez sur la touche entrée et c'est le lien qui se trouve ici, le premier, adblockplus.org. Vous cliquez ici et à partir de là, en théorie, il va détecter. Ah, effectivement, si je partage pas mon écran, c'est plus problématique. Donc je recommence. Vous allez sur Google, vous tapez Adblock Plus, ADBLOCK Plus. Là, c'est le premier lien qui arrive ici, adblockplus.org/fr. Vous cliquez ici. Vous allez arriver ici. Il va détecter le navigateur avec lequel vous vous êtes connecté. Donc comme je suis connecté avec Chrome, il a vu que c'était Chrome. Si je vais sur Firefox, eh bien voilà, il détecte automatiquement que je suis sur Firefox. Donc en fonction du navigateur que vous utilisez, vous aurez la possibilité de l'utiliser. Et si j'y vais avec Edge, je crois que Install for Microsoft Edge. Ah ben apparemment, il est disponible mais en version bêta. Donc c'est une version qui peut être instable, mais vous pouvez quand même éventuellement l'essayer. Quoi qu'il en soit, une fois que vous êtes là, vous cliquez sur Installer sur Chrome et il va vous lancer la procédure d'installation pour Google Chrome. J'en avais parlé dans une vidéo exclusive. Vous pourrez le retrouver ici dans Accueil, dans Vidéo exclusive. Et je pense qu'à partir de là, voilà, dans la vidéo numéro 1, naviguer sans publicité, vous pouvez cliquer ici sur J'accède à ma formation. Et là, vous verrez les manipulations pour installer Adblock Plus de façon un petit peu plus détaillée. Cette formation vidéo exclusive va disparaître parce que voilà, elle va être redispatchée. Et je pense que je mettrai ça dans les vidéos outils, me semble-t-il, ce qui me paraît être le plus pertinent. Donc si vous ne voyez pas vidéo exclusive, là maintenant ça l'y est encore, hein, ça, pour un petit moment, mais voilà, si vous regardez la retransmission du Demande à Cédric et qu'un jour vous voyez que ça n'y est plus, ce sera certainement dans les vidéos outils. Voilà Tania. Philibert, une extension très intéressante pour Chrome, The Great Suspender. Elle permet de désactiver certains onglets quand on en a ouvert un grand nombre en même temps. D'accord. Philibert. Après, comme je vous le disais, ça dépend vraiment de votre utilisation. Si vous avez l'impression que vous ouvrez beaucoup d'onglets en même temps et que ça vous perturbe, voilà, vous pouvez utiliser cette extension. Mais si c'est pas quelque chose que vous faites souvent, vous n'êtes pas forcément obligé de l'installer. Vous comprenez bien le principe. On peut de temps en temps désactiver le bloqueur pour vérifier le nombre de publicités. Tout à fait, Philibert, dans Adblock Plus. On a la possibilité donc de gérer son navigateur. Ici, je suis sur Google Chrome. Je suis sur Adblock Plus. Et lorsque je clique sur celui-ci, on a la possibilité d'activer sur ce site ou de désactiver sur ce site, ce qui permet de choisir site par site si vous souhaitez l'utiliser ou pas. Par exemple, si vous allez sur un site que vous consultez souvent et que vous savez que ces personnes-là vivent grâce à la publicité, dans ce cas-là, vous pouvez choisir, par exemple, je ne sais pas si on va, bon moi sur mon site il n'y a pas de publicité, mais si on va sur comment ça marche, par exemple, donc là, vous voyez, il n'y a pas de publicité. Et si voilà, je souhaite soutenir comment ça marche, je vais sur Adblock Plus, je choisis activer sur ce site. Et là, eh bien, en théorie, lorsque je vais faire F5, il va relancer les choses. Là, je ne sais pas s'il y a de la publicité.
Est-ce que ça en est? Non, peut-être pas. En tout cas, le bloqueur de publicité est désactivé. Ah voilà, vous voyez là par exemple il y a une pub pour Galaxy qui n'était pas présente tout à l'heure. C'est parce que j'ai désactivé le bloqueur de publicité et ce n'est que pour ce site. Si par exemple je vais sur un autre site comme Le Bon Coin par exemple, voilà, eh bien on s'aperçoit que le bloqueur de publicité est toujours actif sur ce site, alors qu'il ne l'est pas sur comment ça marche. Donc vous pouvez activer et désactiver vraiment en fonction du site sur lequel vous vous trouvez, ce qui est très pratique. Donc là, je vais réactiver mon bloqueur ici. Et en théorie, ça va rebloquer la publicité qui était en haut. Voilà, elle a disparu. Donc c'est vraiment quelque chose de très très pratique. Merci pour cette précision, Philibert. Effectivement, on a la possibilité de réaliser ces manipulations-là. Voilà. Colette, merci Cédric, avec plaisir. Tania, merci Cédric, avec plaisir. Merci aux personnes qui ont apporté des informations également supplémentaires. Mario, Philibert. Voilà. C'est vraiment quelque chose de très pratique, ce bloqueur de publicité. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, je vous parlerai d'ici, enfin aux derniers demandes à Cédric du mois de mai, donc le dimanche 7 mai à 18h, plutôt à 19h. Je vous parlerai des nouvelles choses pour le site formation informatique avec Cédric.fr. Il va y avoir pas mal de changements. Sur les choses à venir, passées et présentes. Enfin, vous verrez, je vous expliquerai un petit peu tout ça en détail et on verra ça ensemble. Alors, Philibert, il existe aussi uBlock Origin comme bloqueur de pub. Il serait même moins gourmand que AdBlock. Il est aussi efficace en tout cas. D'accord, merci Philibert pour cette précision. C'est vrai que le plus connu d'entre tous, c'est AdBlock. Mais voilà, peut-être uBlock Origin, ça peut être une autre extension. Après, voilà, si vous rencontrez des ralentissements avec votre bloqueur de publicité, eh bien, voilà, vous pouvez éventuellement en essayer un autre. Mais quand vous êtes satisfait de ce que vous utilisez, je vous conseille malgré tout de garder ce que vous avez. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas être curieux et regarder ce qui se fait ailleurs. Mais voilà, tant que tout fonctionne, ça peut être bien aussi. En tout cas, Philibert, merci pour cette précision. Donc ça s'appelle uBlock Origin. On va jeter un petit coup d'œil rapidement sur le site. uBlock Origin. Donc apparemment, il y a des extensions pour Firefox, pour Google Chrome, pour Opera. Et ça doit être une extension que l'on doit pouvoir installer qui ressemble beaucoup, je suppose, à AdBlock Plus. Et il y a aussi beaucoup d'utilisateurs, 3 879 000. Je ne sais pas quelles sont les statistiques d'AdBlock, mais AdBlock doit aussi avoir un certain nombre de... Bon, il n'y a pas de statistiques, rapides d'AdBlock. Ah si, voilà. Activé sur 100 millions d'appareils. Donc on s'aperçoit que le pourcentage est quand même assez incroyable. Mais voilà, pourquoi pas essayer une autre version. Mais voilà, je pense que beaucoup de gens sont satisfaits d'AdBlock Plus. Et c'est vrai que moi j'utilise depuis très longtemps et qu'il fonctionne très bien. Après, si vous voyez que votre ordinateur est lent, c'est surtout si vous manquez de ressources, si toutefois vous voyez que votre ordinateur, lorsque vous vous rendez, que vous faites un clic droit, vous choisissez gestionnaire des tâches. Et ensuite dans le gestionnaire des tâches, vous choisissez performance. Vous pouvez regarder de temps en temps ici pour voir votre processeur, votre mémoire vive, savoir si c'est beaucoup utilisé, et notamment quand vous êtes sur un navigateur.
et que vous vous rendez sur des sites, voilà. Ici, moi, mon processeur est énormément sollicité parce que c'est parce que j'enregistre des choses, j'encode des choses, j'envoie des choses sur Internet pour le demander à Cédric. Mais en règle générale, c'est rare que mon processeur, sauf quand je fais des rendus vidéo, il soit énormément occupé. Donc vous pouvez regarder par l'intermédiaire de ce moniteur-là, en fonction de votre utilisation, voir s'il y a des pics, voir si vous avez suffisamment de mémoire pour pallier à tout ça, si votre processeur est suffisamment puissant pour gérer ça. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, enfin moi mon ordinateur commence un petit peu à dater, mais il était puissant pour l'époque, et c'est vrai que je me rends pas trop compte de savoir si c'est gourmand ou pas, parce que j'ai 8 Go de mémoire vive, donc c'est plutôt confortable. J'ai un processeur qui est rapide et qui a plusieurs cœurs, donc c'est aussi confortable. Et c'est vrai que je me rends pas compte, ça se trouve à des blocs pour des machines qui sont un petit peu limites en termes de puissance, eh bien peut-être que ça fait une petite différence. Donc avec l'extension qu'a proposé Philibert, uBlock Origin, peut-être que ça permet d'alléger un petit peu la charge du processeur pour regagner un petit peu d'énergie. Mais bon, ça vous pouvez le voir donc en faisant un clic droit sur la barre des tâches, en choisissant gestionnaire des tâches, en vous rendant dans l'onglet en haut performance, et à partir de là vous pourrez voir un petit peu quel est le pourcentage de choses prises sur votre ordinateur par les différentes choses qui tournent en ce moment. Alors, pour le navigateur Opera, il n'y a même plus besoin d'extension, il embarque un bloqueur de pub intégré. Merci Philibert pour cette précision. Après, je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent. Moi, j'ai 3 navigateurs d'installer sur mon ordinateur, je ne vais pas non plus surcharger le système. Mais voilà, Opera, c'est vrai que c'est un navigateur que pas mal de gens utilisent. Voilà, toujours pareil, hein, libre à chacun. Moi, je suis content de Google Chrome et de toutes les fonctions qui met en pratique, voilà, que ce soit le Gmail, que ce soit YouTube, que ce soit tout ça, tout est intégré. Donc c'est la raison pour laquelle j'utilise majoritairement Google Chrome. Voilà, on en a fini pour la session d'aujourd'hui. Demande à Cédric numéro 67, donc on était le lundi 1er mai. Merci d'avoir été présent en ce jour férié, en ce jour où on ne travaille pas normalement. C'est le deuxième lundi 1er mai que je travaille, peut-être ceux d'avant aussi, mais en tout cas je me souviens que le lundi 1er mai de l'année dernière, on était pendant les demandes à Cédric quotidien. Mais voilà, le 1er mai n'est pas pour moi un jour férié, et pour vous non plus apparemment, puisque vous étiez là. Allez, merci à toutes et tous d'avoir été présents. Je vous dis à demain. Demain, nous serons facilement le mardi. Ah mais on est en mai, on n'est pas du tout en avril. J'ai peut-être dit avril depuis tout à l'heure. Donc, le demande à Cédric numéro 68, ce sera le mardi 2 mai 2017, donc demain. Merci d'avoir été présent et à demain. Bonne soirée. Ciao!